Amiral Rogel, nous sommes très honorés de vous recevoir et nous sommes d'autant plus honorés que vous avez eu une carrière très complète, puisque non seulement vous avez commandé la marine, mais vous avez aussi servi à l'état-major présidentiel à l'Élysée, et donc vous avez eu une vision complète, non seulement du métier de marin militaire, mais aussi vous avez eu un regard sur la stratégie, la décision politico-militaire, et nous sommes à cet instant dans un contexte géopolitique qu'on peut appeler de défavorable et de peu désirable, puisque l'on voit face à nous des pays qui se sont regroupés, la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, qui présentent un nouveau défi. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est sur l'anticipation stratégique, c'est sur l'analyse stratégique et c'est sur le renseignement. Parce que j'ai du mal à comprendre, avec un petit peu de rétrospection, c'est facile maintenant, mais j'ai un petit peu de mal à comprendre comment on a pu être surpris de cette convergence, compte tenu des avertissements que nous avions, je dirais, du côté russe, depuis le discours du président russe en 2007 à Munich contre l'extension de l'OTAN, en fait, d'une perception de la menace de l'autre côté qui allait précipiter cette décision d'envahir l'Ukraine, qui elle-même a entraîné cet effet domino. Et puis d'autre part, cette position chinoise qui s'est rapprochée d'un pays, la Russie, avec lequel elle avait des relations toujours difficiles et peu confiantes. Donc c'est une convergence qu'apparemment les pays occidentaux n'ont pas su empêcher. Et je voudrais donc vous entendre sur votre compréhension de la manière dont on capte, dont on regarde les aspects géopolitiques et stratégiques au plus haut sommet de l'État. Et sur cette expérience particulière, est-ce que vous considérez qu'on s'est trompé, qu'on a manqué des signaux, qu'on aurait pu comprendre différemment, évidemment avec l'expérience que l'on a maintenant? Oui, merci de cette question qui est essentielle. Alors, je ne crois pas qu'on ait été surpris en réalité. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de changer de paradigme stratégique. C'est-à-dire qu'on était auparavant dans ce que j'appellerais, en tout cas du point de vue de l'Europe et des États-Unis, dans une sorte de période de mondialisation heureuse, où finalement les pays occidentaux avaient une certaine domination sur le plan technologique, économique et militaire, et où il n'y avait plus de menaces existentielles. Je vous rappelle la chute de l'Empire soviétique a été un grand ouf de soulagement pour beaucoup de personnes. Et à ce moment-là, dans les années 90, on s'est dit, bien, la guerre s'est définitivement éloignée. En réalité, ce paradigme stratégique, qui était le paradigme post-guerre froide, il a duré à peu près jusqu'aux années 2010-2020. Alors chacun ensuite peut avoir son évaluation du moment où ça a basculé. Moi, je le mets plus volontiers dans les années 2014-2015, avec une série d'événements comme la prise de possession de la mer de Chine par la Chine, comme l'annexion de la Crimée par la Russie par la force, etc. Donc en fait, on a quitté ce paradigme qui avait structuré les relations internationales depuis la fin de la guerre froide pour entrer dans un autre paradigme qui est marqué par plusieurs points. Le premier point, c'est le retour des stratégies de puissance, c'est-à-dire en réalité des politiques de la force et du fait accompli versus celles du dialogue et du multilatéralisme. Le deuxième point, c'est une contestation de plus en plus forte des espaces communs. L'espace commun, c'est la mer, bien sûr, c'est l'espace exo-atmosphérique, c'est le cyberespace, c'est-à-dire
ces espaces qui sont devenus les artères vitales de nos sociétés mondialisées et qui ont permis la période que j'appelle improprement certainement de la mondialisation heureuse, en tout cas du point de vue de l'Europe. Et puis la troisième rupture importante, c'est l'avènement de ce qu'on appelle les stratégies hybrides. Alors moi je préfère le mot de stratégie indirecte, c'est-à-dire des stratégies qui sont en dessous du seuil de la conflictualité, mais qui permettent de déstabiliser un État. Donc il faut avoir conscience de ça. Et dans ce monde nouveau, il faut que, en tout cas du point de vue occidental, il faut qu'on apprenne à rebalayer tous nos modèles. Il faut aussi qu'on apprenne quelque chose qui est nouveau pour nous, qui est qu'on a aujourd'hui des concurrents qu'on n'avait pas auparavant, des concurrents économiques, des concurrents technologiques, des concurrents militaires. Alors pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on est soudainement devenu mauvais? Non, bien sûr. Ce n'est pas parce que les autres augmentent que nous, on diminue. On a encore beaucoup d'atouts, mais on doit évoluer dans un monde qui est différent de celui d'avant. Donc la première chose à faire, c'est de réexaminer tous nos modèles pour vérifier qu'ils sont encore bons, et s'ils ne sont pas, de les changer. Juste un détail sur ce que vous venez de dire sur moi, je ne crois pas à l'expression Sud global, parce que j'ai la prétention de croire que des pays comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde n'ont pas les mêmes priorités stratégiques. En revanche, ils sont dans ce monde concurrentiel que j'évoquais, et nos concurrences, nous, Européens, sur tous les domaines. Oui, alors, je posais cette question à la fois sous l'angle, bien sûr, stratégique, sous l'angle également du renseignement, c'est-à-dire de la connaissance de l'autre. Parce que maintenant, je vais me faire l'avocat du diable, je vais essayer de passer de l'autre côté de la colline pour essayer de représenter les visions qui ont pu expliquer des comportements qui, à nous paraissent inacceptables. Si on prend la Russie, et si on lit les doctrines maritimes qu'elle a publiées, en particulier la première, 2001, qui était issue d'ailleurs de la thèse de doctorat du CEMM, prononcée, voilà. On s'aperçoit qu'elle avait cette inquiétude avec la diminution de ses moyens militaires, d'une part, et face à un Occident qui n'avait pas vraiment d'état d'âme d'étendre en particulier son alliance à ses frontières. Et donc elle a d'abord accepté, puisqu'elle est devenue partenaire de l'OTAN, hein, très clairement, donc elle a accepté cette expansion, mais ensuite elle a quand même manifesté en 2007 cette opposition à ce que l'Ukraine et la Géorgie rentrent dans l'OTAN, et on a vraiment l'impression qu'elle a basculé dans ce rapprochement avec la Chine en 2014, c'est-à-dire au moment où elle a perçu comme hostile de notre part ce soutien à la révolution de la dignité à Kiev du Maïdan, et qui l'a poussé à aller vers la Chine. Et on voit de l'autre côté une Chine qui, elle, était assez, je dirais, réticente au fait que la Russie viole la souveraineté de l'Ukraine. Donc on voit bien, comme vous le dites, que les agendas n'étaient pas les mêmes. Mais on voit aussi qu'on a une Chine qui, elle, défend l'unicité qui comprend le territoire de Taïwan, qui a évolué, comme on le sait, comme un pays démocratique, etc. Enfin, pays, mais qui fait partie de la Chine, et la majeure partie du monde la reconnaît comme étant un partie de la Chine. Donc on a cette situation un peu critique. Et quand vous citiez la mer de Chine méridionale, on a ce discours chinois très revendicatif, mais on voit aussi que la Chine n'a pas fait comme la Russie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas envahi les territoires qui sont revendiqués par elle, mais qui actuellement sont occupés, ou en tout cas sur lesquels d'autres ont leurs installations. Donc on voit bien les nuances, et on voit bien que peut-être que nous n'avons pas pris en compte pour les uns et pour les autres, je dirais, ces perceptions. Alors voilà, j'étais un peu l'avocat du diable de l'autre côté de la colline. Comment est-ce que... Parce que moi je vois ça aussi sous un angle renseignement, c'est-à-dire que si on a une bonne connaissance de l'autre, on peut peut-être désarmer, ce qui ensuite conduit au conflit. Alors je ne vais pas vous étonner en disant que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je pense que depuis les années 2010, on a une parfaite conscience de ce qui est en train de se dérouler dans le monde. Pour revenir sur la Chine, moi j'ai eu la chance, quand j'étais
chef d'état-major de la marine, de faire une visite officielle à mon homologue chinois. Et j'ai pu constater, c'était en 2014, et j'ai pu constater à cette époque combien la Chine était en train de monter en puissance sur le plan maritime. La Chine, en réalité, a compris que pour être une puissance mondiale, ce qu'elle aspire aujourd'hui, en particulier au travers des routes de la soie, eh bien, elle a compris que pour être une puissance mondiale, il fallait qu'elle soit une thalassocratie. Et elle a un développement de sa marine absolument extraordinaire qu'on a vu monter, et on était parfaitement conscient de ça. Faut vous rendre compte que dans les années 90, la Chine ne figurait pas dans le top 8 des marines mondiales. Elle est aujourd'hui à la 2e place avec 1 500 000 tonnes, et elle ambitionne d'être à l'égal des États-Unis. Elle est déjà en nombre de bâtiments, elle n'est pas encore en tonnage. Elle ambitionne d'être l'égal des États-Unis à l'horizon 2049. Donc tout ça veut résumé dans une phrase de leur livre blanc de 2015 qui disait en termes simples: la mentalité traditionnelle selon laquelle la terre l'emporte sur la mer doit être définitivement abandonnée. Donc la Chine a compris qu'elle devenait une puissance mondiale. Si je reviens quelques années en arrière, c'est-à-dire dans les années 95, rappelez-vous, les chercheurs stratégiques à l'époque n'avaient qu'une question: c'est jusqu'à où la Russie va-t-elle se désintégrer? Et finalement, quand ils considéraient la Chine comme une puissance régionale, forte économiquement, mondialement, forte économiquement sur le plan mondial, mais puissance militaire régionale. Ça prouve qu'on doit être humble lorsqu'on fait de la prospective. C'était il y a 25 ans, et finalement la Russie renaît de ses cendres, si je puis dire, en tout cas sur le plan militaire, et la Chine a une expansion qui est largement mondiale, plus que régionale. Donc je pense que le renseignement avait vu tout ça. Ce qui est certain, c'est que l'Occident, j'aime pas beaucoup employer ce terme, mais je vais l'employer par commodité pour regrouper les États-Unis et l'Europe. L'Occident a connu une période d'assoupissement stratégique post-guerre froide, en disant ça y est, on n'a plus de menace existentielle à nos frontières. Et c'est vrai que cet assouplissement stratégique a duré un peu longtemps, c'est-à-dire en gros jusqu'au livre blanc de 2013, où on était encore dans la recherche des dividendes de la paix. Et voilà. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu une erreur de prospective, mais il y a eu un assouplissement stratégique qui est un peu long et qui aujourd'hui a été corrigé par 2 lois de programmation militaire, en tout cas pour la France, qui sont plutôt ambitieuses si on se réfère à celles du passé. Parce qu'on voit bien qu'il y a du côté chinois ce développement de la marine qui est tout à fait spectaculaire. Moi, j'ai eu l'occasion en Chine de poser la question à des enseignants chinois et dans un think tank qui était lié à la marine chinoise. Et je leur disais: ah, mais vous avez de la planification à long terme, etc. Et puis la réponse m'a totalement surpris. La réponse a été: mais vous comprenez rien. Nous, côté marine, on lutte pour obtenir un budget dans un monde qui était dominé par l'armée de terre chinoise. Et il a fallu des incidents pour arriver à convaincre le pouvoir. Et nos programmes navals, chacun, on peut les relier à un incident donné qui a permis à la marine d'obtenir donc les porte-avions à la suite du bombardement américain intentionnel pour les Chinois, non intentionnel pour tout le monde, de l'ambassade à Belgrade, les destroyers, etc. 0,55 après l'annonce en 2008 du pivot américain, et puis d'un programme Air Sea Battle qui allait unir le US Navy et l'armée de l'air américaine dans un scénario de conflit dans le Pacifique. Et à l'origine, les frégates chinoises 0,54A qui en fait étaient un peu la réponse aux frégates que la France avait vendues à Taïwan. Mais c'était tout petit, je dirais, au départ de cette grande expansion. Et j'ai eu comme explication qu'en fait, leur objectif était de convaincre les États-Unis qu'ils ne pourraient pas remporter une nouvelle guerre du Pacifique avec cette expansion qui est tout à fait spectaculaire. Et donc, évidemment, nous avons eu dans le discours chinois, et en particulier à partir de 2005, le président Hu Jintao qui a donné comme mission
de protéger les routes commerciales, et en particulier l'océan Indien, qui est vital pour la Chine, comme pour le Japon, comme pour la Corée, comme je dirais nos puissances européennes et occidentales aussi. Mais on s'aperçoit que la Chine a été relativement, je dirais, d'une part, prudente en affichage, en n'ayant qu'une seule base, celle de Djibouti, et en même temps qu'elle a profité, puisque avec toutes ces patrouilles anti-piraterie, elle a acquis une expérience hauturière que personne n'aurait attendue. Et alors, côté russe, on a un peu l'impression d'une situation un peu inverse, c'est-à-dire que la Russie a eu beaucoup de mal, et elle a beaucoup de mal actuellement à renouveler sa flotte de surface. Elle construit beaucoup de petits bateaux très armés, mais des grands bateaux, pour des raisons liées à la propulsion, au fait que les turbines à gaz étaient construites en Ukraine, etc., elle n'arrive pas à la renouveler. Et donc elle est obligée de nous impressionner avec des armes extraordinaires, comme le missile hypersonique Zircon, comme cette nouvelle arme stratégique, une torpille de 24 mètres qui peut provoquer un tsunami, etc., et qui est une vraie réalité, puisqu'il y a déjà un premier sous-marin équipé, et puis il y en a 2 autres en construction. Donc elle agit sous cet angle-là, faute de pouvoir reconstruire ce qu'était la marine soviétique. Alors, comment est-ce que vous voyez, donc, dans ce contexte de réarmement naval, je dirais 2 situations assez différentes et qui, à mon sens, font qu'il était extrêmement négatif de ne pas jouer davantage pour empêcher ces 2 pays de coopérer comme ils le font aujourd'hui? Alors, chacun voit midi à sa porte, hein, et chacun définit ses intérêts. C'est ce que j'observe aujourd'hui, pour tempérer un peu votre propos, c'est effectivement une Russie qui mise plutôt sur sa flotte sous-marine, qui est de qualité, et plutôt que sur sa flotte de surface. Vous avez parfaitement raison en disant que ce qu'ils ont essayé de bâtir, c'est plutôt en termes de flotte de surface, des corvettes pour faire de la protection littorale. Ça n'a pas si bien marché que ça en Ukraine, mais c'était leur ambition. La Chine, elle, je confirme ce que vous dites, elle a quand même un intérêt à maintenir les routes du commerce ouvertes. Elle a acquis une expérience opérationnelle lors des opérations de lutte contre la piraterie, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on voit bien dans la mer de Chine la polarisation de certaines îles, etc. Donc on voit bien qu'elle veut également trouver de la profondeur stratégique, pour une raison bien simple, c'est qu'elle a désormais une dissuasion océanique et qu'elle a besoin d'avoir cette profondeur stratégique. Mais je crois qu'il ne faut pas limiter ce réarmement naval à ces 2 pays-là, puisque on voit bien dans l'Indo-Pacifique la montée en puissance extrêmement rapide de la Chine a conduit les pays alentours, si je peux dire, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, à augmenter leur flotte de surface et leur flotte de sous-marins. Et puis un certain nombre d'autres pays qui, autour de l'océan Indien, montent en puissance également. Et puis plus proche de chez nous, des pays comme la Turquie, comme l'Égypte, comme l'Algérie, qui ont des flottes tout à fait respectables. Donc c'est un réarmement mondial naval auquel on assiste aujourd'hui, avec deux particularités probablement. La première, c'est une certaine prolifération, en tout cas une augmentation certaine du nombre de sous-marins. Aujourd'hui, on a beaucoup de flottes qui ont des sous-marins modernes. Ce n'était pas le cas auparavant. Si mes souvenirs sont bons, ça doit être de l'ordre de 500 sous-marins modernes répartis dans 40 pays. Et puis le deuxième point, c'est une appétence pour les grandes marines, pour les porte-avions et les porte-aéronefs ou porte-drones. On va parler de porte-aéronefs pour faire simple. Mais quand on voit effectivement la Chine monter en puissance, elle a mis sur cale son 4e porte-avions. Je rappelle que les États-Unis en ont 11, la Grande-Bretagne 2, l'Inde en vise 4, etc. Donc et puis un certain nombre de pays qui viennent sur des bâtiments de type PHA pour nous, avec ou sans drone. Et puis je rajouterai à ça une nouvelle rupture qui est une rupture de stratégie du faible au fort par l'utilisation de moyens technologiques avancés.
les drones, on va y venir, les drones navals, aériens et sous-marins. Donc on voit bien qu'on a aujourd'hui une certaine égalisation de la force tout autour du monde, et en tout cas que ce qui était jusqu'à maintenant notre domination navale sans partage, elle est aujourd'hui contestée. Alors, comme vous le soulignez, on a cette montée en puissance également d'autres marines. Pour l'Inde, je dirais, c'était assez prévisible. Ce qu'il y a d'intéressant dans le cas de l'Inde, c'est que l'Inde, depuis très longtemps, et la marine indienne utilisait la Chine comme justification, après avoir, je dirais, sa première motivation était évidemment le voisin pakistanais, mais désormais la Chine est sa préoccupation. Et on voit une Chine qui, effectivement, sur le théâtre de l'océan Indien, depuis 10 ans, chaque année déploie peut-être 1 ou 2 sous-marins, en particulier dans le cadre des opérations anti-piraterie. Mais on voit une Chine qui a voulu, malgré tout, rester prudente. Il y a eu cette théorie du collier de perles qui faisait qu'on considérait qu'elle allait mettre des bases partout où elle avait justement de grands investissements économiques. Et on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment le cas. Donc on voit qu'il y a du côté chinois une certaine prudence qui est intéressante. Mais comme vous le soulignez, cette montée en puissance de la Chine, le fait qu'elle est polarisée, qu'elle ait défini cette mer de Chine du Sud comme un bastion pour sa flotte stratégique, qu'elle intimide les voisins constamment avec de nombreux incidents, ont fait que les voisins eux-mêmes ont remplacé leurs vieux moyens, comme vous le disiez, avec les sous-marins, que ce soit à Singapour, que ce soit en Malaisie, que ce soit en Indonésie, et on voit la modernisation de la marine philippine. Mais je dirais, on a aussi des facteurs locaux qui expliquent ces programmes et qui ne sont pas forcément directement liés à cette question chinoise. Alors, sur les autres océans, on a aussi une montée en puissance avec des moyens qui ne sont pas les mêmes. Il y a bien sûr le Moyen-Orient, le Golfe arabo-persique. Et là, je dirais, ce conflit qu'on a cité en Ukraine, il nous amène à une autre situation désavantageuse, c'est que ce rapprochement entre la Russie et l'Iran fait qu'on ne pourra pas, ça va être très difficile d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Et alors il y a donc un nouveau risque de prolifération avec un effet sur d'autres pays qui voudraient pour le coup se doter de l'arme. Comment est-ce que vous voyez cette évolution future qui pourrait relancer la prolifération? Alors, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux de la dissuasion qui est une stratégie de légitime défense dans des circonstances extrêmes. En tout cas, c'est comme ça que la France la considère. Ce qui a probablement changé beaucoup la perception, c'est le concept de sanctuarisation agressive développé par Vladimir Poutine, qui aujourd'hui mélange assez dangereusement intimidation et dissuasion. Et alors, je pense que on est dans de l'affichage. Mais en tout cas, cet affichage-là, qui est quand même assez dangereux, non pas pour le risque d'une bataille nucléaire, mais pour le risque de prolifération. Et finalement, des pays comme l'Iran, comme la Corée du Nord, d'autres d'ailleurs, pourraient être tentés de dire, mais finalement, cette intimidation, ça peut marcher, et donc on va se doter de ces moyens. Et pour les deux que j'ai cités, ils sont quand même en marche vers ces moyens. C'est déjà le cas pour la Corée du Nord. C'est déjà le cas pour la Corée du Nord. Pour l'instant, ils sont en phase de démonstration balistique, plus que nucléaire, si je peux dire. Mais enfin, ils sont vers cette marche-là. Et cette nouvelle alliance qu'on observe entre la Russie, la Corée du Nord et l'Iran peut nous préoccuper sur le thème de la prolifération nucléaire, parce que c'est un jeu de domino. C'est-à-dire que si le traité de non-prolifération n'est plus respecté, on risque d'avoir effectivement beaucoup de pays qui commencent à s'intéresser sérieusement à la dissuasion nucléaire. Donc oui, c'est une préoccupation, mais qui est parfaitement connue aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas s'y résoudre et continuer à faire comme les Européens le font
tout ce qu'ils peuvent pour continuer à faire du traité de non-prolifération le socle de nos relations dans ce domaine. Alors si maintenant on bouge, on va vers le combat naval, donc on change de niveau, là, je dirais, ces dernières années, on a une évolution très significative avec, d'une part, l'introduction dans le combat naval de nouveaux types de missiles, et en particulier des missiles balistiques anti-navires, que l'on a vus en action en mer Rouge, qui font partie de la dotation en Iran, mais qui sont aussi une arme développée depuis 1996 par la Chine, une arme à laquelle personne pendant très longtemps ne voulait croire, puisqu'on estimait que ce n'était pas possible qu'un missile balistique puisse atteindre un bateau en mouvement, etc. Et puis, on a bien sûr les drones, que ce soit les drones aériens, que ce soit les drones de surface, que ce soit les drones sous-marins. On a cette démonstration dans ce théâtre de la mer Noire où l'on voit une marine ukrainienne qui n'existe pas vraiment, mais qui, grâce aux drones, a réussi à repousser, à forcer la Russie à déplacer ses moyens vers la côte orientale et même assez au sud de Novorossiysk, et qui a obtenu des succès. Et on a donc l'impression qu'il y a une révolution en cours avec un problème de l'économie des munitions, parce que les munitions que l'on a sont des munitions très coûteuses. On risque de se retrouver face à une grande variété de projectiles, de ne pas avoir nécessairement les moyens de les traiter correctement. Comment est-ce que vous voyez ces nouveaux développements d'un point de vue général et puis aussi du point de vue de l'économie des munitions ? Alors, tout d'abord, je voudrais être un peu optimiste parce que ce que vous citez là sur la mer Noire et la mer Rouge, aujourd'hui, les bâtiments de la marine française ont parfaitement réussi à traiter toutes les menaces, qu'elles soient drones de surface aérien ou missiles balistiques. Donc ça veut dire qu'on avait réfléchi à tout ça depuis un petit bout de temps et qu'on a aujourd'hui les moyens de faire face. Je voudrais aussi un peu corriger deux erreurs de perspective. La première erreur, c'est de dire on emploie des missiles coûteux contre des moyens peu coûteux. Mais en fait, il faut rapporter ça à ce qu'on essaye de protéger, et pas au prix de l'attaquant. Si le missile de bas coût va attaquer un pétrolier dont la cargaison se chiffre à plusieurs milliards de dollars, c'est assez légitime de traiter ça par un missile. Ça, c'est la première erreur de perspective dans laquelle il ne faut pas tomber. La deuxième erreur de perspective, c'est de bien comprendre que la mer Noire et la mer Rouge, ce sont des mers fermées. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de parler du combat de haute mer. On est en train de parler du combat, pour reprendre un terme marine, du combat en eau resserrée. Et ce n'est pas tout à fait la même perspective. C'est-à-dire que demain, on peut s'attendre à des évolutions technologiques, mais là, il s'agit de combats, je vais dire presque de combats côtiers. C'est-à-dire, donc, c'est pas une perspective de la mer. Pour autant, parmi les ruptures stratégiques que j'évoquais tout à l'heure, le retour des stratégies de puissance, l'arrivée de stratégies hybrides, la contestation des espaces communs, moi j'en mets volontiers une quatrième qui est la prise en compte de la fulgurance technologique. On voit bien aujourd'hui que la technologie fait des bonds assez importants. J'aime bien dire que on a vécu depuis les années 90 sous la loi de Moore, qui est, pour la vulgariser, une loi qui dit que les capacités des ordinateurs sont multipliées par 2 tous les 2 ans. Mais aujourd'hui, on passe dans le règne de l'intelligence artificielle et on voit déjà qu'en 8 ans, la puissance de calcul de l'intelligence artificielle a été multipliée par 1000. Donc on est dans un monde là qui n'est plus du tout le monde d'avant. On est dans un monde où la technologie non seulement connaît une certaine fulgurance, ce qui va nous obliger, nous marines, enfin, pardonnez-moi, je me mets encore dans cette catégorie de marine, mais ça va nous obliger, nous, à mieux appréhender ces développements technologiques rapides. Je prends souvent l'exemple du téléphone portable. Quand je suis rentré dans la marine, un bateau, c'était 40 ans, il y avait une période de grande maintenance au bout d'une vingtaine d'années, et il était reparti pour 20 ans pour finir sa carrière.
Aujourd'hui, on voit que le cœur du système de combat du navire, il n'est plus mécanique, il est informatique, électronique, et que donc on va devoir adapter, et on l'a fait déjà, je vous rassure, on va devoir adapter notre système d'entretien, nos ressources humaines à cette fulgurance technologique que j'évoquais. Le deuxième aspect de cette fulgurance technologique, c'est la vulgarisation technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand public a accès à des technologies extrêmement intéressantes, ou en tout cas qu'on peut transformer sur le plan militaire, les drones, les téléphonies cryptées, etc. Et donc là, il faut qu'on soit également vigilant, parce que cette vulgarisation technologique de haut niveau, le fait de mettre à portée du grand public des technologies de haut niveau, eh bien, ça donne à certains de nos adversaires des outils pour nous combattre. Donc il faut qu'on soit à la fois conscient de cette fulgurance, qu'on fasse un examen technologique très, très régulier. C'est ce qui est fait aujourd'hui par le service d'innovation de la Direction générale de l'armement et par la Marine nationale. Je vous renvoie au drone Adlon qui a été monté par la Marine il n'y a pas si longtemps à Toulon. Donc il faut qu'on soit à même de percer, de se rendre compte des percées technologiques court terme. Donc on est à la fois aujourd'hui dans une espèce de dualité entre le court terme et long terme. Long terme pour avoir des outils de puissance et court terme pour savoir s'adapter aux fulgurances technologiques qui arrivent non plus tous les 40 ans, mais tous les 5 ans au maximum. Alors, est-ce que, au vu des leçons de ces événements qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce que vous verriez comme nouveaux outils nécessaires à la marine, alors en particulier dans le domaine des drones, et qu'est-ce que vous voyez comme perspective pour le développement de l'intelligence artificielle? Il y en a certains qui considèrent que c'est véritablement l'avenir. On a vu aux États-Unis le cas d'un chasseur F-16 piloté par l'intelligence artificielle qui réussissait à gagner des combats aériens contre des pilotes expérimentés. Et puis d'un autre côté, on a d'autres qui ont une autre perspective et qui disent que l'intelligence artificielle, c'était un petit peu précisément comme un personnel qui ne serait pas entraîné et on ne sait pas ce qu'il va faire et c'est un peu trop dangereux de lui confier, je dirais, la maison. Donc quel est votre sentiment sur ces points? Mon sentiment, c'est que on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais on devrait plutôt parler de traitement de données. Et le nœud du problème, il va être là. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle va fonctionner avec des données qui doivent être sûres. Si elles ne le sont pas, elle fera n'importe quoi. Si elles sont sûres, elle nous aidera à faire du combat collaboratif en particulier, et nous aidera à gagner du temps précieux sur la détection et sur le traitement de l'information. Donc on est là plutôt dans une affaire de traitement de données, de manière de traiter les données, plutôt qu'une intelligence artificielle supérieure qui arriverait à faire du combat aérien ou naval. Pour autant, ensuite, il y aura une autre question qui est quelle est la place de l'homme dans tout ça, c'est-à-dire jusqu'à où on laissera faire la machine, en sachant que, en tout cas, de notre point de vue, on est toujours très vigilant à ce que l'action de combat soit décidée en finale par un homme. Peut-être que ça évoluera dans les années à venir, mais en tout cas, aujourd'hui, il est prudent de s'en tenir à ça. Pour ce qui est des drones, donc j'ai répondu pour l'intelligence artificielle, on pourrait parler du quantique, de l'hyperconnexion, de laser, etc. Je vais m'arrêter plus précisément sur les drones. Les drones, ça doit être considéré de plusieurs manières. La première manière, en défensif, si je puis dire, c'est comment faire face à cette menace qui est nouvelle. Là non plus, on n'est pas resté les deux pieds dans le même panier, si vous me permettez cette expression. Et j'en veux pour preuve l'exercice de Wildfire qui a été mené par la Marine nationale en septembre dernier, dans lequel ont été testés des moyens de guerre électronique pour brouiller, des moyens optroniques, des radars de surveillance, même des antennes acoustiques pour détecter, puisque notre principal challenge, notre principal défi dans cette bataille contre les drones, c'est de savoir les détecter au plus tôt pour pouvoir les traiter. Ça sera vrai pour les drones aériens, c'est vrai pour les drones de surface, ça sera vrai demain pour les drones de sous-marins. Mais on a aujourd'hui, en tout cas j'observe qu'on a aujourd'hui, il faut aussi
faire probablement la différence entre les drones très évolués mis en place par les grandes puissances et puis les drones moins évolués venant la plupart du temps du commerce mis en place par certaines organisations. Donc tout ça est en cours de développement. Ça, c'est sur le plan défensif. Et je crois qu'on va trouver les parades pour à la fois faire des économies de munitions, mais aussi apprendre à détecter ces drones au plus tôt. Tout ça, encore une fois, dans une ambiance de combat en eau resserrée. On aura un deuxième problème qui va être les drones océaniques à traiter. Du point de vue offensif, je crois que ça fait longtemps, en tout cas moi quand j'étais chef d'état-major de la marine, on a mené très tôt des expérimentations de drones aériens qui étaient des drones Shibel sur un patrouilleur mis à disposition par Naval Group qui s'appelait l'Adroit. Donc on est dans cette perspective-là également. Je crois qu'il faut considérer le drone non pas comme un remplacement des capacités de premier rang, ça n'arrivera pas, mais en tout cas comme un démultiplicateur de force et un prolongement, une sorte de bras armé du bâtiment. C'est vrai en particulier sur les missions de surveillance de zone, où là on peut faire beaucoup d'économies de frégates de premier rang en déployant des drones océaniques. Eh bien, écoutez, amiral, je vous remercie infiniment pour tout ce parcours, du stratégique au tactique et au futur. Merci beaucoup.